cette rencontre. Alors on va parler du fond, bien évidemment, il y a des dossiers à régler, notamment celui sur l'Ukraine. Mais d'abord, cette complicité, rivalité, comment on pourrait qualifier cette rencontre? Deux ennemis, deux amis? Vous savez, lors du premier mandat de Donald Trump, il y a eu une rencontre Trump-Poutine à Helsinki en 2018. Voilà, les images. Alors, on en attendait beaucoup. Je me souviens très bien. On disait, alors, ça va être un duel extrêmement féroce. Et en fait, on a eu une conférence de presse complètement lunaire à la sortie de cette réunion où Trump a semblé quand même donner beaucoup de gages à Vladimir Poutine, notamment sur la question des ingérences russes qui avait été au cœur, évidemment, de l'élection de Donald Trump. La question lui est posée et Trump fait clairement comprendre qu'en fait, il croit les dénégations de Vladimir Poutine. Et en contradiction, ce que lui ont dit ses propres agences de renseignement. Donc il semble, à ce moment-là, ça fait un véritable tollé aux États-Unis, il semble donner plus de crédit à ce que lui dit Poutine que ce que lui a dit la CIA. C'est vrai que ça provoque vraiment une onde de choc aux États-Unis. On a John McCain, le sénateur républicain, bon, alors, qui est un rival de Trump, mais à l'époque, mais qui dit c'est une honte pour la présidence américaine. Mais c'est vrai que manifestement, il n'a pas le dessus et que Poutine a réussi à le convaincre de certaines choses. Est-ce que la rencontre qui est en préparation ressemblera à celle d'Helsinki 2018 ou au contraire, est-ce que Trump a compris comment marchait l'animal Poutine? C'est ça la question et ce sera évidemment passionnant à regarder. On va en parler dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute la réaction du Kremlin, parce que cette information donnée par Trump, c'était hier soir, très tard. Et bien évidemment, le Kremlin a réagi il y a quelques instants par l'intermédiaire de son porte-parole. Le président Poutine a déclaré à plusieurs reprises qu'il était ouvert au contact avec les dirigeants internationaux, y compris avec le président des États-Unis, Donald Trump. Vladimir Poutine l'a dit à plusieurs reprises. Nous en avons parlé à plusieurs reprises et aucune condition n'est requise. Ce qu'il faut, c'est un désir mutuel et une volonté politique de dialoguer et de résoudre les problèmes existants par ce dialogue. Nous voyons que M. Trump se déclare également prêt à résoudre les problèmes par le dialogue. Nous nous en félicitons. Jean-Antoine Duprat, tout va bien ? Si on écoute Dmitri Peskov, tout va bien. Et puis on va avancer sur les dossiers. On parlera de l'Ukraine dans un instant, mais on va avancer. Entre un qui ne dit pas la vérité et l'autre qui ment, il y a déjà des points de convergence, si vous voulez. Non, alors effectivement, tout va bien. Bon, l'histoire des contacts, on en a déjà parlé. J'aimerais me rappeler d'ailleurs d'un côté, on avait dit non, on n'a pas téléphoné. De l'autre côté, on a dit ah si, on a téléphoné. Bon, ce qui est certain, c'est que de toute façon, il va y avoir une rencontre. Enfin, une rencontre, probablement, physiquement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où, d'ailleurs. Alors, déjà, où voilà. Je crois que la Suisse avait fait une offre de service. La Suisse a fait une offre de service, mais bon, il y a quand même le problème du mandat d'arrêt international. On peut peut-être pas aller n'importe où. Alors, on peut pas aller aux États-Unis. Hein. Ah bon? On peut aller en Russie. Bah oui, les États-Unis ne reconnaissent pas Ce serait un énorme pied de nez. Ce serait un énorme pied de nez. Ils peuvent aller aussi aux Émirats Arabes Unis. Je crois me rappeler que Poutine y était allé, même assez reçu, assez somptueusement. Il peut aller en Turquie. Donc il peut aller aussi en Chine. Bon, ça c'est peut-être moins évident. Pas certain que Trump accepte. La Biélorussie aussi, Minsk. Il y a déjà eu des accords à Minsk. Vous voyez. Donc déjà où? Pour parler de quoi? Non, de quoi évidemment l'arrêt de la guerre. Après, on fait quoi? Comment? Et puis est-ce que c'est un dialogue Trump-Poutine ou est-ce qu'il faut de temps en temps appeler quand même Zelensky, quand même relativement intéressé, les Européens, parce qu'on va quand même leur demander d'apporter des conditions de sécurité, si on a bien compris. Donc qui on va mettre autour de la table? Donc amorcer le dialogue entre Poutine et Trump, de toute façon, c'est déjà fait. Ils se sont déjà parlé probablement par téléphone. Mais après, on fait quoi? Et ce qui compte, et pour aller jusqu'où? Donc qu'est-ce qu'on va accorder à la Russie? Qu'est-ce qu'on va donner comme compensation? Qu'est-ce que Poutine va donner comme compensation? Et là on ne sait pas exactement donner, parce que Poutine, pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir faire marche arrière sur aucun des sujets. On n'est même pas certain, d'ailleurs, qu'il accepte de discuter avec Volodymyr Zelensky. Donc, comment ça va se passer? Dans la tête de Poutine, il y a toujours l'idée de mettre à Kiev, quand même, quelqu'un qui sera plus malléable que ne l'est Zelensky. Et nous, on va faire quoi, les Européens, là-dedans? On va dire quoi? Alors, justement, je vous laisse la parole dans un instant. Non. Volodymyr Zelensky a... Alors, je ne sais pas s'il a anticipé, mais j'ai le sentiment, et c'était hier, qu'il sent quand même le vent du boulet. Écoutez.
Il est clair qu'un nouveau chapitre va s'ouvrir pour l'Europe et le monde entier dans à peine 11 jours. Nous aurons à coopérer encore plus. Nous devrons nous appuyer encore plus les uns sur les autres et atteindre de meilleurs résultats ensemble. Est-ce que l'Ukraine ne sera pas le dindon de la farce de cette rencontre ? Il faut malheureusement le craindre. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y aura... Et nous aussi, pardon. Oui, bien sûr. Il faut se mettre dans l'eau, les Européens. Il faut qu'on parle de l'Europe, parce que ça, c'est très important. Mais ce qui est clair, c'est que déjà, Zelensky a dit qu'il ne parlerait pas à Poutine. Donc, il n'y aura pas Trump, Poutine, Zelensky. En tout cas, pas maintenant. Il y aura certainement Trump, Poutine, puis Trump, Zelensky. Sur quelle base ? Les bases du plan américain, qu'on connaît à peu près, elles sont assez simples, parce que Trump était quelqu'un d'assez simple dans la façon dont il gère, ou en tout cas il fait la politique étrangère, c'est de dire, très bien, de toute façon, l'aide américaine, nous, on ne veut plus, on ne peut plus, le Congrès est contre, il n'y aura plus d'aide américaine, ou en tout cas pas comme ça. Donc il faut geler le conflit à peu près où on est, créer une zone comme ça, tampon entre les deux. La question, c'est, est-ce que Zelensky accepte de perdre 20% de son territoire, ça peut être peu ou prou. Depuis l'élection de Trump, il a changé sur ce sujet. Avant, il disait qu'il n'accepterait jamais. À 2 reprises, il a déjà dit qu'il pourrait accepter les territoires tels qu'ils sont aujourd'hui, et donc céder ce territoire à Trump, à condition qu'il y ait des négociations après, potentiellement diplomatiques, pour en rediscuter. Et la vraie question, c'est l'OTAN et les garanties de sécurité. Dans le premier plan américain dont on entendait parler pendant la campagne, il y avait, on repousse l'échéance de l'OTAN à 10 ans. Après, c'est passé à 20 ans. Lavrov, même à 20... Voilà, l'éternel ministre des Affaires étrangères russe, maintenant dit, nous, on ne veut même pas en entendre parler. Donc, quelles seraient les garanties de sécurité qu'on peut donner à Zelensky, c'est-à-dire en termes de force de présence, force européenne en présence en Ukraine. D'ailleurs, hier, il a réclamé de nouveau. C'était une idée du président Emmanuel Macron, soutenue par les Britanniques. Oui, et puis également la force d'interposition. Quand je disais que Zelensky sent le vent du boulet. Voilà, il n'a plus rien dans sa manche, Zelensky. Il a Kursk, qui est pas se réduit comme peau de chagrin. Et donc, il y a 2 éléments. C'est quelle présence militaire. Et puis après, ce qu'il a réclamé lors de cette intervention hier, il a réclamé de récupérer les 300 millions d'avoirs russes pour pouvoir acheter aux Américains, puisqu'il sait très bien les Américains vont cesser ces envois d'aide financière. Donc il est dans une situation qui est quand même très compliquée. Alors je voudrais... Oui, allez-y Magali. Il y a une version quand même peut-être un peu plus optimiste. Il y a un scénario un peu plus optimiste pour l'Ukraine quand même. C'est de dire Trump face à Poutine peut pas non plus lâcher sur tout et donner l'impression qu'il abandonne complètement l'Ukraine. Parce que ce serait quand même un message, notamment envoyé à la Chine, absolument désastreux pour l'influence. Je pense que Pékin regarde ça de très près. Et donc, il y a aussi un scénario, et c'est peut-être pour ça qu'il se laisse 6 mois maintenant, en disant oui, il veut la paix, oui, il veut un cessez-le-feu, mais il va falloir quand même forcer Poutine à l'accepter. Zelensky dit, d'ailleurs dans ce même podcast dont vous parliez, il a bien compris qu'il allait y avoir une rencontre, mais il dit, moi je veux voir Trump avant, et je veux vraiment lui expliquer comment ça peut se passer, quelles sont les sanctions qu'il peut aussi remettre sur la tête de la Russie pour justement essayer d'étrangler Poutine et le forcer aussi à faire certaines concessions. Il ne peut pas, lui qui se présente comme le roi du deal, tout lâcher non plus à Vladimir Poutine. Et donc peut-être que quelque part aussi, Zelensky a gagné une sorte de sursis de 6 mois, au moins le temps que quelque chose puisse se mettre en place véritablement. Mais est-ce que le titre de faiseur de paix ne suffira pas à Trump pour quelques mois, ne serait-ce que ça, pour quelques mois?